Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans ce Boys Club. Non, je fais la grève. Putain. Ça, c'est les Français, toujours à faire grève. Ah, ça, et... The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Toutes les 2 semaines, Fabrice et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. Un peu spécial. Un peu spécial. C'est Charlie, alias Cookie Calcaire. Bonjour Salut. Charlie. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de te recevoir. Charlie, tu es l'auteur de une des meilleures BD de cette année. Je le dis car je le pense. Qui a déjà le meilleur titre, c'est Pénis de table, ce qui est un jeu de mots exceptionnel. J'ai longtemps travaillé rien que pour le titre. Hein. Non, ça m'a pris 2 minutes. Mais... T'as réfléchi, t'as fait Pénis de table. Ok, bonne vanne. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Oui, c'est une très bonne vanne. Et donc Pénis de table, c'est une BD de témoignages où tu t'es posé avec 6 mecs et vous avez parlé de votre sexualité. Pendant ce que j'imagine être longtemps, mais on parlera plus en détail du processus. Et donc c'est une BD hyper rafraîchissante de témoignages très naturels et honnêtes sur la masturbation, l'orgasme, le plaisir tout seul, à 2, à plus que 2, avec des hommes, avec des femmes et tout. Et c'est trop bien. C'est vraiment hyper feel good et on sent une candeur et tout dans ces mecs. Donc quand je l'ai lu, j'ai fait ok, il faut que j'ai le gars qui a fait ça dans The Boys Club car c'est tellement ma cam. Donc merci beaucoup d'être là. Je suis très contente de te recevoir. Moi aussi. Toi aussi, Fab, t'as lu la BD? Oui, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que ça manque, c'est-à-dire que c'est vraiment un bouquin à s'offrir et à faire offrir d'une manière générale. Je sais que je fais un peu la promo, mais c'est vraiment ce truc. Moi, je pense que je vais l'offrir à plein de potes parce que, à mon avis, ça va créer des discussions intéressantes ensuite. Ouais, j'espère. Ouais. C'est un peu le but. C'était ton objectif, j'imagine. Ouais. L'idée, c'était de me dire que j'aurais bien aimé avoir ça dans les mains quand j'avais 20 ans. Et puis comme je trouvais rien qui existait vraiment de grand public, j'ai lu beaucoup avant de préparer le projet sur la sexualité des hommes, quels bouquins existaient, etc. Dont un livre de Philippe Breneau qui fait la préface, qui est un sexologue célèbre. Mais c'est très scientifique, c'est très psychosociaux, c'est des bouquins où déjà quand tu ouvres la première page, tu te dis ok, bon, on s'accroche. Pas trop envie quoi. Et puis je voulais un truc un peu plus grand public, et puis le médium de la BD pour ça c'est beaucoup plus facile. Ah bah ça marche très bien. C'est très efficace. Sous tous les sapins, à Noël 2018. Pénis de table. Peut-être un peu gênant à ouvrir devant ta grand-mère, mais ça se fait. À offrir à ton daron. À débriefer 2 jours après, avec du calva. En ce moment, tous les gens qui le lisent depuis qu'il est sorti me disent « Et je l'ai lu dans le train et j'avais pas honte. Hein. » Et ils me précisent « Et j'avais pas honte. Hein. » Bon, ben oui, y a pas de problème. Très bien. Bravo de ne pas avoir honte de lire des trucs sur la sexualité qui fait partie de la vie. C'est ça, mais je tiens à préciser qu'il y a rien de vulgaire dedans. Enfin, non, c'est pas une BD pornographique. J'ai tout fait pour que ça soit un livre grand public que vous pouvez offrir à des jeunes adultes, à des même adultes, à des ados, hein, franchement. Même à des ados. Je serais curieux de savoir à quel âge on commence. Alors c'est tout un grand débat qui est en ce moment en France sur l'éducation sexuelle à l'école, tu sais. Donc il n'y a pas d'âge. Hein, partons du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre comment ça marche ton corps. Déjà. Voilà. Donc moi je pense que j'ai 2 filles en fait, donc je suis un peu dans la merde, mais en vrai, si j'avais 2. C'est dans la merde, voilà. Je compatis. Hein. C'est intéressant, mais je pense que si j'avais un ado, je lui offrirais, quoi, parce que c'est vraiment une façon très simple justement d'ouvrir le dialogue, et ça n'existe pas, encore une fois, ce genre de témoignage honnête et, comme tu dis, comme on dit, authentique. Hein, oui. Voilà. Sincère et authentique. Moi, j'ai une petite sœur de 16 ans, et je lui ai offert. Et j'attends qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Lou, si tu m'écoutes, il faut que tu me dises ce que tu en as pensé. Appelle Charlie et dis-lui. Mais oui, c'est intéressant, je trouve. 16 ans, je trouve ça intéressant. Et puis effectivement, tout le long du projet, je m'étais mis ça comme idée de me dire que ma petite sœur devait pouvoir le lire et sans que ça soit un problème. Donc autant c'est plein de confessions intimes et on dit exactement la vérité, on raconte tout. Mais par contre, on a tout fait pour que ça soit illustré de façon clean et que ça soit simple à lire, quoi. Vas-y, viens, on parle de lui d'abord, oui, avant de parler plus de son La première question que je pose à tous les invités de The Boys Club, et qui peut être vue comme compliquée, mais c'est ça qui est intéressant, ça veut dire quoi pour toi être un homme? Ça veut dire quoi pour moi être un homme? Je me pose pas souvent la question, et puis en plus depuis le projet, je pense que je commence à développer une idée que être masculin, féminin, ça m'intéresse plus trop. Puis je suis marié avec une femme qui est bisexuelle, qui est un peu tomboy. Enfin, tu vois, je pense que dans notre couple, par exemple, c'est pas toujours l'un et l'autre. On est un peu féminin, masculin quand on veut. Donc, être un homme aujourd'hui, je pense que c'est être un individu responsable et qui fait attention aux autres et avec qui je vis. Mais j'ai pas l'impression que j'ai une vraie définition de ma masculinité en particulier, ou que j'ai envie vraiment de
mettre un point sur la table et de dire je suis un homme, j'ai des couilles. Je pense que c'est un petit détail anatomique qui change pas grand-chose en fait. Et tu dis que c'est ton état d'esprit maintenant. Est-ce qu'il y a quelques années, tu disais que tu aurais bien aimé lire ta BD quand tu avais 20 ans par exemple, ou même plus jeune, à l'adolescence et à la puberté, est-ce que c'était différent ? Oui, clairement. Puis moi j'ai grandi avec... dans une société patriarcale, avec une éducation, puis des repères très mal alpha, mais je me suis jamais vraiment trouvé là-dedans. J'ai toujours grandi avec cette image de soit à l'américaine, t'es le capitaine de l'équipe de foot, puis moi j'étais toujours le nerd de service. Il y a quelques années, effectivement, je me demandais effectivement où je me positionnais. Puis je suis devenu papa il y a 3 ans, et puis ça a été aussi un passage où je me posais des questions sur. Je suis devenu papa d'un petit garçon, donc tu sais, je me suis posé la question. Yes. Non, mais je me suis posé la question là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme et puis élever un homme et c'est ça, et quelques années plus tard, et puis grâce aussi au projet, et puis toutes les discussions que j'ai eues avec des hommes depuis le projet, c'est vrai que je me suis quand même ouvert sur le sujet. Je pense que la masculinité et la virilité est plus vraiment un sujet qui m'intéresse là en 2018. Je pense que j'ai plus envie justement de travailler sur l'éducation sexuelle en général, qu'importe ton genre. Et puis je pense d'ailleurs que l'éducation sexuelle devrait être non-genrée. Puis qu'on apprenne aux garçons et aux filles des règles simples sur leur sexualité. On ne sait pas de toute façon si, 1, ils vont rester des garçons ou des filles, 2, est-ce qu'ils vont être avec des garçons ou des filles. Donc de toute façon, ça y est, là, la nouvelle génération, tout va être trouble là-dessus, donc il vaut mieux qu'on espérons, fasse... mais... Espérons c'est ça, on verra bien. Très optimiste, mais je suis d'accord avec toi. Tu dis que la virilité t'intéresse pas, mais tu l'adresses vraiment beaucoup en fait dans ton bouquin. C'était le but, c'était quand même de poser la question. Et puis donc il y a 6 gars qui participent avec moi au projet. On a discuté pendant 9 mois. Et puis là-dedans, il y a tous les profils, c'est sûr, mais effectivement, en discutant au fur et à mesure, et puis c'est une des conclusions aussi du bouquin, c'est que le vieux profil de virilité qu'il faut qu'on soit dans le pouvoir, dans le contrôle, qu'on soit dans la performance, c'est usé, quoi. C'est plus, ça marche plus aujourd'hui. Alors d'autant plus que le projet, je l'ai fait quand je vivais au Québec, à Montréal. La moitié sont québécois et que le Québec a quand même une culture plus matriarcale, il y a moins cet aspect mal alpha, viril. C'est moins important dans la culture québécoise. Donc c'était intéressant aussi de dialoguer là-dessus sur qu'est-ce qui est important pour vous de paraître viril ou à quel moment vous pouvez vous sentir, c'est quoi vos faiblesses, dire vos sentiments, etc. Les participants québécois étaient quand même plus en avance que nous, les Français là-dessus, sur... Bah oui, moi, il n'y a pas de souci si ma blonde veut prendre les rênes et puis porter la culotte, il y a de la place pour ça, quoi. Tu disais que tu as grandi avec cette idée du mal alpha. Mm-hmm. Est-ce qu'elle te vient de ton éducation directe, c'est-à-dire ton père, ta mère, je sais pas si tu as des frères qui auraient pu incarner ça, ou est-ce que c'est en termes de société, c'est la société qui te l'a inculqué ? Alors, beaucoup la société. Moi, j'ai été principalement élevé par des femmes. Et puis mon père a pas beaucoup communiqué avec moi sur la sexualité puis j'ai pas eu d'éducation sexuelle percée, j'avais pas ça à l'école là. En tout cas j'en ai pas souvenir. Et donc surtout la culture, ouais. Et puis je pense que je me souviens d'être au lycée où c'était très très genré et très très catégorisé, et on était effectivement soit un gars avec du pouvoir et du contrôle, et puis il n'y avait pas d'autre place pour d'autres formats en fait, donc c'était un peu difficile. Est-ce que ça c'était un truc dont tu arrivais à parler avec tes potes, avec tes proches, ou est-ce que c'était plutôt chacun le vit de son côté ? Je pense que forcément ça enferme un petit peu. C'est difficile à aborder comme genre de sujet, surtout quand on est adolescent ou jeune adulte. Je pense que c'est même difficile de mettre le doigt dessus à cette époque-là. Je sais juste qu'à cette époque-là, j'ai du mal à trouver une place justement pour mon genre et ma façon de gérer ma virilité, etc. Et puis dans mes premières histoires d'amour, mes premiers couples, je l'ai senti très vite. Que j'étais avec des femmes qui attendaient de moi que je sois beaucoup plus viril. Qui attendaient de moi, par exemple, que je sois beaucoup plus jaloux. Aujourd'hui, je suis dans un couple polyamoureux. La jalousie, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. C'est compliqué, disons, la jalousie. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que je l'ai jamais été. Et puis j'ai une propension à pas l'être et à plutôt être dans la compersion, donc l'inverse. C'est quoi la compersion, tu dis ? La compersion, c'est l'inverse de la jalousie. C'est quand tu éprouves du plaisir ou du bonheur quand l'autre
S'épanouit. D'accord, ok. Je connaissais pas. S'épanouit. Tu regardes pas les vidéos de Nina Luca, une sexothérapeute passionnante qui fait des vidéos sur YouTube et qui a notamment parlé des différents modèles de couple ouvert et qui dit qu'à la base du couple ouvert, il y a souvent cette idée de compersion tu vois. qui est bizarrement beaucoup moins connue que la jalousie et beaucoup moins présentée comme une alternative possible dans la vie. Il y en a beaucoup moins dans les comédies romantiques, par exemple. Ouais, je pense que c'est moins sujet à drama, tu vois. Mais justement, je me souviens d'être en couple et qu'on attendait de moi que je sois beaucoup plus jaloux comme preuve d'amour. Puis c'était juste pas mon truc, quoi. Puis je me souviens d'essayer de me forcer. Je me souviens de faire semblant, tu sais, d'essayer d'être jaloux, ah là là. C'est qui ce mec? Et, puis en fait ça collait pas, quoi. Mais c'est marrant, je trouve, de réaliser que pendant tout ce temps, je faisais semblant. C'est comme le vin, tu vois. Maintenant, je suis né à Bordeaux. Maintenant, j'ai assumé que je n'aime pas le vin. Tu vois, pendant longtemps, j'ai fait semblant. J'étais là, ah oui, très intéressant comme vin. Parce que socialement, c'est plus facile. Et c'était un peu le même rapport. Je suis un nordiste qui aime pas la bière, tu sais. Donc, voilà, je connais. Une belle team. Une belle team de traîtres, voilà. Est-ce que tu dégages des... En fait, c'est marrant de voir... que t'es passé vraiment de je suis pas hyper à l'aise avec le modèle de virilité qu'on présente et dans mes couples j'en suis à faire semblant d'être un mâle alpha parce que je sais pas qu'il existe autre chose à je suis tranquille, je fais une BD sur la sexualité masculine, je suis en couple polyamoureux, tout va bien. Est-ce que t'as des étapes clés dans ce parcours où t'as eu un déclic de en fait je peux être ça ou ça existe? Est-ce que sinon c'était peut-être juste une progression Non, clairement, je pense que donc je suis parti à Montréal en 2009, donc il y a presque 10 ans. Et encore une fois, la société québécoise est quand même plus... Ça, c'est les Québécois, ils l'ont azimuté. Non, mais c'est clair. Non, mais je pense que la société québécoise a un truc très cool là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus ouvert sur les mœurs et les choix de chacun. Et à partir du moment où tu n'embêtes pas ton voisin avec tes préférences, on s'en fout en fait. Mais du coup c'est beaucoup plus ouvert et puis ça se voit d'ailleurs sur leur sexualité, c'est que ils ont tendance à être à expérimenter beaucoup plus sans jugement. Je sors pas de statistiques parce que c'est pas mais de tous les interviews que j'ai fait, je remarque quand même que il y a beaucoup plus par exemple d'expériences bisexuelles au Québec chez mes amis à Montréal parce qu'ils avaient le choix d'essayer. Puis que personne allait les juger pour le truc de... Puis il y a l'hiver aussi. Hein. Enfin, et puis il y a l'hiver, faut bien... Non, mais, puis la Poutine... T'avais l'air tellement sérieux, j'ai cru que t'allais dire... La Poutine ne fait pas tout. Non mais je suis d'accord, il y a l'hiver, faut bien un moment... tu vois, t'es avec tes potes, enfin je veux dire, faut se tenir chaud, quoi, tu vois, voilà. Exactement. T'es perdu dans la forêt, c'est chaud. J'adorerais qu'on étudie le truc et qu'on arrive à retracer ça comme... Le mec, il était à Montréal, il était pas perdu dans les bois sous la neige. Mais ça c'est le premier facteur, clairement, c'est Montréal m'a aussi permis, puis je me suis expatrié, je pense que c'est une expérience où tu fais table rase et tu peux recommencer un peu à zéro ce que tu veux. Et puis j'ai rencontré ma femme avec qui je suis depuis presque 10 ans. Elle est québécoise, elle? Alors elle est française. Okay. J'ai fait 5800 km pour marier une astide française. Mais tu t'as rencontré donc à Montréal? Ouais. Ok, d'accord. C'est la première fille à qui j'ai parlé quand je suis arrivé à Montréal. C'est fou ça. C'est trop je suis arrivé à Montréal. Je cherchais mon chemin, elle est arrivée, elle m'a dit « Ah, t'es français? Oui. Tu veux que je te montre un peu la ville? » Bah oui. Puis voilà. Puis elle t'a montré d'autres choses. Littéralement une comédie romantique. Puis elle m'a montré pas que la ville. Mais donc... Désolé. Non, mais t'es en forme aujourd'hui, je suis content d'être venu. Lui, elle m'a vraiment fait un regard de... Arrête-toi, s'il te plaît. Non, j'aime tout, ne t'arrête pas. Mais je pense que ça, c'est le deuxième déclencheur. Et puis effectivement, elle étant bisexuelle, puis bisexuelle assumée, et puis depuis très très longtemps, elle avait aucune attente de ma part sur... en fait, je te prends comme t'es, en fait, il n'y a pas de... Et puis c'était super intéressant, elle a participé énormément à mon développement et à ce que j'appelle ma maturité sexuelle. Je pense qu'elle était beaucoup plus mature que moi sur ce sujet-là. Et je pense que c'est ça qui a aussi construit ces projets-là, que ça soit ma première BD qui était 9 derniers mois sur la grossesse vue par un homme, où on parlait déjà un petit peu de sexualité et puis on parlait un peu de l'équilibre entre les hommes et les femmes sur ce genre de sujet, à Pénis de table, où vraiment je voulais aller creuser un peu plus loin, quoi. Oui, et puis la démarche que tu as eue donc avec, j'espère que je vais pas me tromper, c'est les 9 derniers mois de ta vie de petit con. Ouais. C'est donc ton blog qui est devenu une BD sur la grossesse de ta femme vue par toi. En fait, c'est déjà une démarche qui est assez rare, une parole de père là-dessus, et qui montre déjà une certaine aisance avec s'ouvrir aux autres et parler de ce qu'on ressent et tout, ce qui est pas
le plus courant. Enfin, en tout cas, on est plus habitué à ce que ce soit des femmes qui le font. Et toi aussi, Fab, quand t'as fait, alors quelques années avant, quand même en 2005, quand t'as fait ton blog Futur Papa, t'as aussi eu beaucoup de lectorat parce que ça existait peu, quoi. C'était beaucoup de femmes. C'est-à-dire que le vrai truc, c'est que le blog a eu du succès à l'époque parce que le truc a tourné dans les forums de femmes enceintes et c'était beaucoup de femmes qui suivaient. Il n'y a pas de forum de futurs pères, de toute façon. Peu de pères, vraiment, très très peu de pères. Mais ça a été le cas pour moi aussi. Oui, voilà, j'imagine. Après, ce que j'ai découvert, c'est que leur objectif, c'était quand même de le faire lire à leur conjoint. Puis je pense que ça va être un peu la même chose avec Pénis de table. En tout cas, c'est déjà ce qui a été le cas pour le blog. Pour Pénis de table, c'est que j'avais beaucoup de femmes qui étaient lectrices et qui le partageaient à leurs copains. Je pense aussi parce qu'il y a peut-être des habitudes sociales différentes et que les mecs, nous, on est moins... Déjà, on partage moins, on cherche moins. Parler, hein. Non, mais je pense que je serais curieux de voir combien de mecs vont sur Google pour dire alors guide pour être un futur papa. Je pense que les recherches Google d'hommes là-dessus sont assez basses, alors que je le sais pour avoir vu ma femme dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle avait 4 blogs qu'elle pouvait suivre, 2 bouquins qui arrivaient à la maison, et moi effectivement j'ai cherché. Puis il y avait quasiment rien, donc je me suis dit ok, ben on va remplir ce vide. Les mecs font plutôt des trucs techniques, j'ai l'impression, où ils vont chercher des trucs très très techniques. En fait. Bah, tu vois, c'est un peu la même conclusion que j'ai sur la sexualité, c'est que quand j'ai commencé Pénis de table et quand j'ai commencé à discuter avec les gars, je me rendais compte qu'on était tellement habitués à être dans le pratico-pratique, dans le mesurable, dans les chiffres, dans les nombres, les centimètres, etc., que personne n'écrivait sur qu'est-ce qu'un homme ressent quand il a un orgasme. Alors là, si vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce qu'un homme ressent pendant qu'il a un orgasme, je pense que vous ne trouvez pas de réponse en fait. Il n'y a même pas d'études, il n'y a rien, quoi. Mais ça n'a pas d'émotion, un homme. Non, c'est ça. Okay. Il ressent, c'est la fin, c'était bien. Voilà, il est content. Maintenant, je vais dormir. Voilà. Oui, je ronfle. Allez, bisous. Ou alors, j'ai faim. Maintenant, j'ai faim. Comment t'as approché, donc juste pour faire le tour des profils, puisque moi, je les ai sous les yeux, et pas vous, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, il y a toi, Charlie, marié hétéro, 32 ans. Stéphane, séparé pansexuel, 38 ans. Michel, célibataire hétéro de 43 ans. Sofiane, en couple bisexuel, qui a 37 ans. Francis, 39 ans, en couple bisexuel. Christophe, 26 ans, en couple homosexuel. Et Damien, 34 ans, marié hétéro. Donc il y a déjà une belle diversité de profils et d'orientation et de parcours. Plutôt des trentenaires. Hein. Ouais, il y a un de 26 ans et un cadra. Ouais. C'est un truc aussi, je pense que chez les mecs, c'est compliqué de parler ouvertement, en tout cas peut-être dans cette génération-là, de sexualité avant 30 ans. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais... Bah après, j'ai pas c'est quand même des gens proches. Tu vois, j'ai quand même cherché dans un cercle proche. Donc après, forcément, j'ai 35 ans, donc ça représente un peu mon cercle personnel. Mais oui, t'as sans doute raison. Je pense qu'il y a aussi un truc c'est difficile d'en parler quand t'as 21 ans. Tu te connais peu. Enfin, tu vois, tu peux parler des problèmes que t'as, mais c'est difficile de faire des vrais témoignages. Et sur la façon dont je les ai trouvés et recrutés, l'idée c'était que je voulais un éventail assez large, donc déjà célibataire ou marié, je trouvais que c'était important. Je voulais m'assurer qu'il y ait des hétéros, de l'homosexualité, qu'on parle d'homosexualité, qu'on parle de bisexualité. Le pansexuel, c'était cadeau, c'était en bonus. C'est la licorne. Du coup, en fait, tu dis séparé, c'est le seul qui est séparé, donc il est pas célibataire, il est pas en couple, ça veut dire qu'il est divorcé? C'est-à-dire que légalement, il est pas divorcé. Ok, il est divorcé, mais il a pas signé les papiers. C'est ça, il a pas signé les papiers, mais ils sont séparés. Et il est pansexuel, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce qu'est la pansexualité, c'est que tout l'intéresse et que le genre ou l'âge ou whatever de ses partenaires n'a aucun impact sur ses choix. Oui, c'est plutôt la personne qui t'attire qu'une catégorie de personnes. Exactement. C'est une bonne chose. Donc c'est bisexuel plus. C'est bisexuel encore plus large. Tout est possible. Tout est possible. Tout le champ est possible. Comment ils ont réagi, ces mecs-là, quand tu les as approchés avec ton projet? J'ai approché une douzaine de gars en tout. Tous trouvaient l'idée bien. Okay. Personne n'était contre. C'était tout le monde sur l'idée on va faire un livre qui décomplexe un peu la sexualité des hommes. Ah ouais, cool. Bon voilà, j'aimerais que tu participes. Ah ouais, cool, intéressant. Mais de quoi on va parler? Et là, je leur disais, le foot. Ah ouais, voilà. Cool. De la taille de ta tub. Oh non, point. Non, c'était intéressant. C'était même quel que soit le sujet que j'abordais, celui où ça coinçait, c'était la masturbation. Ah ouais?
Et depuis le début du projet, je sais pas pourquoi je voulais commencer par ça, parce que ça me paraissait un des trucs que je voulais démystifier en premier. Oui, et puis c'est la sexualité que t'as en premier généralement avant de. Ouais, c'est ça. Et puis avant d'être avec des gens, t'es avec toi-même. Puis bizarrement, je sais pas pourquoi je trouvais ça facile. Je trouvais ça simple. Je me disais, c'est simple en fait. Tout le monde se masturbe, donc. C'est oublier la culpabilité judéo-chrétienne. Exactement. Et donc la moitié des gars que j'ai rencontrés m'ont dit, ah non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi ? Mais je veux pas que ma femme lise ça ou que ma mère le lise ou non, c'est pas possible. Et donc je creusais là. J'étais là, mais qu'est-ce qui te dérange ? Parce que bon. Ta femme doit bien se douter que tu te masturbes. D'ailleurs, ta femme doit se masturber. Non, mais n'en parlons plus. Non, mais bon, on commence à prétendre des choses après. Et voilà. Et c'était intéressant parce que c'était à la fois un fail pour moi de pas trouver de gars pour participer, mais à la fois une preuve que fallait que je fasse ce projet. Et ça a duré peut-être 3 mois le casting entre guillemets pour trouver les gars. 3 mois pendant lesquels moi je pouvais rien produire parce que tant que j'avais pas les gars pour participer, je pouvais pas avancer quoi. Et donc ça me frustrait, mais en même temps ça me remontait mon idée de en fait il faut vraiment qu'on fasse un projet là-dessus, et puis il faut vraiment j'ai fait très attention à ce que ça soit à trouver des statistiques, à faire beaucoup de recherches. J'ai été aidé par des chercheuses, un groupe de chercheuses qui s'appelle Immerscience, qui a tout vérifié pour moi, plutôt que d'aller chercher sur Doctissimo sur Google. Toujours l'excellente source Doctissimo. C'était une source difficile à contrôler. Ceci dit, tu mens parce que dans ta BD, t'es en permanence en train de chercher sur ton téléphone. On a l'impression que t'es en train de chercher sur Internet. En fait, la base a été cherchée sur Internet, ouais. Et ensuite les chercheuses d'Immerscience m'ont aidé. C'est cool. Et je les remercie beaucoup. Et elles ont tout vérifié. Et des fois, elles me disaient, où est-ce que tu as trouvé ça ? Je Google. Sais pas, sur Men's Health. Ah ouais, non, mais ça n'existe pas en fait, c'est un mythe. Et ça, oui, ou c'est les fameuses études sur 14 pélos avec des tests cliniques pas du tout stables. Au Kentucky, avec des mecs bourrés à 4h de l'après-midi, ils étaient 5. Ils nous ont dit une étude révèle les chauves baissent beaucoup mieux de cette étude. C'est un chauve qui a fait cette étude. C'est ça. Et donc restaient ces 6 gars que je salue et que je remercie beaucoup parce qu'ils ont eu du courage. Parce qu'en plus, je leur donnais 2 contraintes, c'est qu'ils devaient dire la vérité, ce qui n'est pas toujours simple, et 2, apparaître avec leur vrai nom. Alors on voit pas leur nom de famille, mais imaginez-vous quand même qu'ils apparaissent avec leur prénom, il y a leur photo, leur âge, il y a une petite photo au début. Voilà. Donc, pour moi, c'était important. C'était si on leur voulait. Maman va savoir. C'est ça. Si on voulait assumer le truc de, on ne devrait pas avoir honte de ce qu'on raconte, on ne devrait pas non plus se cacher. Puis j'ai poussé ça aussi à, je participe moi aussi. Donc chaque question que je leur posais, je répondais en premier pour être sûr que ça soit égal dans l'expérience et que je sois pas dans un coin en train de me marrer et de leur poser des questions. Chaud, je l'aurais jamais raconté moi. C'est clair. Mais d'ailleurs ça m'a aidé parce qu'il y avait des questions où je leur posais, puis j'essayais d'y répondre et je faisais non mais en fait non, la question est nulle. J'arrive même pas moi-même à y répondre, donc. T'as des exemples de questions comme ça qui sont passées à la trappe parce qu'en fait c'était pas. C'est surtout sur des formulations de. Des questions que je me posais sur la performance, sur on parle à un moment d'éjaculation précoce, et puis je pense que j'ai été hyper maladroit à amener les premières questions sur qu'est-ce que vous définissez un manque de performance. C'était là en fait on parle de quoi là, Charlie? Alors pardon, l'éjaculation précoce pour vous c'est quoi, c'est quand, enfin tu vois. Et effectivement quand j'écrivais les questions, j'essayais d'y répondre, je me disais mais c'est complètement tarabiscoté comme c'est pas clair, donc c'est pas mal ça. Donc, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que l'intégralité des témoignages que tu as là-dedans sont des vrais témoignages. Ouais. T'as rien romancé du tout, parce que tu dis justement à un moment donné, c'est de la BD, on fait comme on veut, parce qu'à chaque fois tu changes de décor entre différents thèmes. T'as vraiment, en revanche, le vrai truc, enfin les propos des mecs sont vraiment transcrits. Le seul travail que j'ai fait, c'est déjà dessiné. Oui, t'as fait des petits Mickey, quoi, c'est sympa. J'ai tout réassemblé parce que faut s'imaginer que c'est des conversations croisées pendant des semaines et des semaines. Donc après, le seul travail que je faisais, c'est que je reprenais tout, je remettais tout dans un ordre qui essayait de faire du sens. Des fois, tout n'a pas été dans cet ordre-là. Et puis je recréais un peu une discussion entre eux. Ils n'ont pas forcément échangé les uns avec les autres. Il y en a qui me servent à faire des ponts, etc. Mais oui, toutes les anecdotes et tous les témoignages sont vrais. Quand tu dis pendant des semaines, en fait, vous n'êtes pas retrouvés autour de la table, c'est ça? Non, c'était compliqué de se réunir tous, d'autant qu'il y en a un qui vit à Los Angeles. Ok.
Et puis on a essayé au début. Le problème, c'était déjà ça dérapait très très rapidement. Ça doit être long en vrai. C'est ça. 7 gars et il faut rester centré sur une question. C'est ça. Il y avait ça comme problème. Il y avait l'autre problème que moi j'arrivais plus à suivre toutes les conversations qu'il y avait entre 7 personnes autour d'une table. Il fallait que j'enregistre et que je réécoute. Enfin, c'était pas du tout agréable. Et en plus, il y avait un mauvais côté de. Donc eux se connaissaient pas forcément. Moi, je suis le point de contact entre eux tous, mais il y en avait qui se connaissaient pas dans le groupe. Il y avait un peu un effet de groupe dans le sens où quand un parlait de quelque chose, les autres avaient tendance à acquiescer et à le suivre, alors qu'en fait s'ils l'avaient pas dit comme ça, ils auraient forcément raconté autre chose. Donc on a changé la formule, ça se passait online et ils avaient un groupe Facebook privé en fait, dans lequel chaque semaine je leur postais une question et ils avaient une semaine pour y répondre et sous forme de discussion, une petite rédaction quoi, tu vois, un petit 500 mots, voilà, devoir sur table, une petite dictée, et au moins ça leur laissait le temps d'y réfléchir, d'écrire. Ils rendaient leur écrit et les autres pouvaient commenter et puis poser des questions. Puis c'était très bien parce que moi ça me gardait tout dans un coin, je pouvais y revenir de temps en temps en arrière, et puis eux ça leur laissait le temps un petit peu pour pas. Je pense qu'il y avait des sujets vraiment importants. Rien que l'orgasme en fait, quand je me souviens de poster la question, alors qu'est-ce que vous ressentez pendant l'orgasme, là il y a eu un blanc et quelques jours de pas de réponse. Je dirais mais les gars, qu'est-ce que ben non mais c'est à dire qu'il faut qu'on aille baiser, faut qu'on j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Il faut que et effectivement tous ils ont attendu d'avoir une relation sexuelle pour y penser. Ils sont revenus. Alors, hier soir, eh ben effectivement, t'as raison, j'ai senti un truc dans la colonne vertébrale. Mais c'était intéressant parce que jamais ils s'étaient posé la question. Jamais ils avaient. Et il y en a un notamment, Sofiane, qui me disait, moi jamais j'ai appris à mettre des mots là-dessus. Et quand ses premiers témoignages, quand il répondait aux questions, il m'écrivait des textos quoi. C'était vraiment, bah là, oui, c'est bien, oui, oh, bof. Je dis, ah non, mais va falloir m'expliquer un peu plus que ça. Et effectivement, il avait jamais eu cette éducation-là de, bah non, on va parler de sentiments, faut que tu utilises un vocabulaire différent, et ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs. On en a parlé après. C'est un profil intéressant parce qu'avant le projet, il se disait pas bisexuel. Alors qu'il a eu beaucoup d'expériences avec des hommes et pas juste un jour j'ai dérapé, je me suis réveillé le lendemain, il y avait un dude à côté de moi. Non, il a eu plusieurs expériences avec des gars. Tu en parles d'ailleurs. Ouais, il en parle, mais il se considérait comme hétéro qui avait dérapé de temps en temps quoi. Puis en discutant, puis en faisant la table ronde, en échangeant avec d'autres qui se considéraient comme bisexuels. On a utilisé la métaphore du canapé-lit, alors qui n'est pas de moi, qui est d'un autre blog qu'on cite dans le bouquin, qui est très intéressant, et qui dit quand vous avez un canapé-lit, vous comprenez très bien qu'il est en canapé et que vous pouvez vous asseoir dessus. Quand vous le dépliez en lit, vous considérez toujours que ça reste quand même un canapé. Il n'est pas tout d'un coup en lit, puis il ne redeviendra plus jamais. La bisexualité, c'est beaucoup ça. Quelqu'un qui est bisexuel n'est pas tout le temps entre deux, et tout le temps attiré par les hommes et les femmes, ça serait impossible. Dans la vie d'un bisexuel, des fois on est plutôt attiré par les hommes, plutôt par les femmes. Ça peut durer des années, on peut être 10 ans attiré par les hommes et puis tout d'un coup être attiré par les femmes. Ça n'empêche pas qu'on peut se définir, on a le droit de se définir comme bisexuel. Et à la fin du projet et depuis le projet, je l'ai surpris pendant une soirée il y a pas longtemps, se présenter, la personne disait ah bah oui, je t'ai lu dans Pénis de table. Il dit oui parce que je suis bisexuel. Ah ouais, donc ça y est, le coming out. C'est chouette. Et je trouve que c'est intéressant le système que tu as trouvé où ils sont pas tous dans la même pièce et du coup ça dérape vite, mais il y a quand même une interaction parce que je trouve que ce qui fait le sel du bouquin, c'est les interactions entre eux, c'est les réactions qui sont toujours avec beaucoup d'humour et des vannes, mais jamais rien de... En fait, il n'y a jamais rien de négatif ou de jugeant, c'est juste des surprises. Il y a notamment un personnage qui a une sexualité très wild et très diverse, qui aime bien provoquer et tout, et du coup, il y a tout le temps des réactions genre « Mec, quoi, tu fais ça ?» Et il est là, vous devriez essayer, c'est très sympa. Et je trouve que ça montre une vraie bienveillance qu'il n'y a pas toujours entre hommes, puisqu'on a eu plusieurs invités du Boys Club qui nous ont dit qu'entre hommes, ils se rendaient compte que dans leur bande de potes ou des choses comme ça, il n'y avait pas tellement de bienveillance et d'écoute, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de compétition. Il y a une compétition naturelle entre les hommes qui est très forte et qui peut être difficile effectivement à gérer.
Est-ce que tu avais un peu ça au début quand tu as essayé avec Tous dans la même pièce ? Ou est-ce que les profils que tu as sélectionnés faisaient que ça n'arrivait pas ? Non, je pense que j'ai eu de la chance sur les profils et qu'effectivement ils étaient tous... mais je pense que ça se fait aussi naturel. Le tri s'est fait naturellement. C'est que ceux qui acceptaient étaient les plus à l'aise avec leur sexualité et puis bien dans leur basket pour pas justement être dans la compétition. Alors forcément quand on commence à discuter de qui a la plus grosse, puisque c'était un des sujets du bouquin aussi, une des questions que je me posais c'était est-ce que avoir la plus grosse fait que t'es mieux dans ta peau en tant qu'homme ? Puis c'est intéressant parce que ça paraît débile, mais la réponse en tout cas de notre expérience c'est oui, il se sent mieux dans sa peau. Il raconte j'ai eu des moments où j'étais au plus bas dans ma vie et je me réveillais en me disant au moins j'ai une grosse bite. Tu vois, j'ai au moins ça, quoi. Au moins dans la vie, tu vois. Un problème en moins. Et je trouve ça intéressant de me dire ah oui, ok, ça m'a projeté sur ah oui quand même. Ok, ça lui amène un espèce de c'est rassurant pour lui. On a eu un des invités dans le Boys Club qui disait que c'était compliqué pour lui, notamment sexuellement, avec ses partenaires, quoi. Ouais, alors ça peut l'être complètement. Alors là, pour le coup, dans le cas de Stéphane, non, il le vit très bien, mais on en parle un petit peu, ouais, ce qui a créé une des engueulades du projet que j'illustre dans le livre où il y en a un qui a refusé de donner la taille de son pénis, qui disait on s'en fout en fait, il faudrait qu'on s'en foute, ça n'a aucune valeur. Mais je disais bah oui, mais faut quand même qu'on en parle parce que si tu continues à en faire un tabou et à pas le dire, c'est qu'il y a c'est qu'on s'en fout pas, quoi. C'est que ça cache quelque chose en fait. Donc ça c'était super intéressant comme expérience. Et du coup au final je me souviens plus, elle y est pas du coup sa taille. Il a pas voulu la donner ou au final il la donne ? Si, mais je les donne pas dans le livre, je les donne pas en centimètres. Non, tu les représentes. Ouais. Je les représente par des fruits et des légumes. C'était plus simple. Ce que je trouve en plus personnellement beaucoup plus parlant parce que vraiment, ça ne veut rien dire. Enfin, il n'y a pas que la longueur qui compte, il y a la circonférence, il y a aussi etc. la forme et tout. Donc oui, j'ai dû regarder des photos de chaque pénis pour illustrer. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas une vrai. Dropbox intéressant. Un lien. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le blog, il y a un lien sur la Dropbox. Relier le pénis à son propriétaire. Il y a des dick pics gratuites. Je trouve qu'il y a un autre truc qui est cool avec ton bouquin, c'est que il fait. Alors, je trouve qu'il réconcilie un peu les peuples, puisque donc on bosse Fab et moi on bosse, tu l'as créé quand même, pour un magazine féminin. Et du coup, on parle beaucoup de sexualité plutôt du point de vue des femmes. Et il y a souvent un genre de clivage où en fait le plaisir féminin a été tellement nié et mal considéré et tout, qu'il y a un peu un côté la plupart des mecs ils s'en foutent et pour eux oui c'est je vais dedans, je fais des va-et-vient, je jouis et puis bye. Et en fait ton bouquin il montre que déjà faire plaisir à l'autre c'est très important pour les participants et ça peut être même source de complexe de en fait est-ce que j'arrive à donner du plaisir, est-ce que j'arrive à faire jouir mes partenaires et tout. Et puis il y a une vraie oui il y a un rapport qui est je vais y arriver. En fait c'est pas simple, c'est pas bête et méchant pour eux, c'est juste que comme tu dis ils ont pas forcément appris à y réfléchir, mais ça veut pas dire que c'est une activité limite hygiéniste de j'ai une érection donc il faut que je m'en débarrasse et puis c'est bon. Non, et puis je pense que c'est un des plus gros clichés sur la sexualité des hommes, c'est que la sexualité des hommes est facile. Je pense pas du tout en fait. C'est ni l'érection, ni l'orgasme, ni rien en fait n'est facile. Et puis comme tout corps humain, il y a aucune chose dans votre corps humain qui peut être tout le temps fonctionner tout le temps de la même façon et tout le temps être à 100%. Des problèmes érectiles chez des hommes, ça arrive. Puis on en parle justement de les fois où vous avez eu des pannes. Puis c'est il y a un espèce de cliché de si ça t'arrive t'es foutu en fait. Il faut pas que ça arrive en fait, t'as pas le droit. Alors qu'on devrait être beaucoup plus relax là-dessus et se dire en fait non mais ça arrive avec tous. Enfin, des fois, t'as beau courir le 100 mètres tous les jours, des fois t'es pas en forme et puis t'y arrives pas. Enfin, voilà. Et effectivement, il y a ce cliché de, par exemple sur l'orgasme, que tous les hommes jouissent hyper facilement, qu'en fait il suffit effectivement de secouer un peu et puis au bout d'un moment ça vient et puis that's it quoi. Où là effectivement on faisait des tours de table et on parlait de les fois où on avait simulé, par exemple. Pourquoi on simulait les fois où on avait joui mais pas éjaculé, les fois où on avait éjaculé mais pas joui, puis tout d'un coup tu te rends compte que moi j'ai des lectrices qui m'écrivaient pour me dire mais donc c'est vrai. Oui, j'ai pas fait tout ça pour en plus vous balancer des bobards. Mais ça va être un plan machiavélique pour mentir à tes lectrices. Non mais j'ai eu les mêmes réactions sur la masturbation quand on a publié les premiers chapitres sur la masturbation au début. Je recevais des messages du genre alors c'est vraiment sympa c'est cool et alors vous avez inventé les chiffres donc.
Bah non. Enfin, tout le but du projet, c'est de vous dire des vraies infos. Non, mais c'est pas possible. C'est un complot. Si, parce qu'effectivement, une des premières questions, c'était combien de fois vous vous masturbez et à quelle fréquence, en fait. Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les jours? Puis c'est bien, on a un bel éventail. Ah oui, ça c'est clair. Il y en a pas un pareil que l'autre. Oui. Mais du coup, oui, c'est bête de se dire, il y a un éventail comme ça, c'est bête de se dire c'est inventé parce que c'est pas comme si tout le monde disait alors moi c'est tous les jours au réveil normal, c'est tellement varié que oui, tout existe. Non, et puis un des objectifs c'était de prouver qu'il n'y avait pas de normes. Il y a pas ça sert à rien de se dire ok la bonne chose à faire. Oui, il y a des moyennes quand on fait des études, mais il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation de la moyenne par exemple en France, c'est qu'un couple fait l'amour 2 fois par semaine. Ok, ça c'est la moyenne statistique. Mais ce n'est pas du tout une recommandation. Et je me souviens, et on en parle dans le livre, que plus jeune, j'avais l'impression que c'était une recommandation. J'avais l'impression que si j'étais en couple et que je faisais l'amour moins de 2 fois par semaine, on avait un problème. Et j'ai rencontré des couples qui me disaient nous on est à plus, puis on se sent un peu. On a l'impression d'être un peu. Un peu obsédé. Ouais. Puis tu te dis là c'est ridicule en fait. Personne ne devrait vous juger, et puis vous devriez surtout pas vous. Si c'est bien pour vous et que vous êtes content là-dedans, c'est super en fait. On peut renvoyer vers un strip de Cyrielle qui avait écrit tout un long truc sur la culpabilité sexuelle justement sur Mademoiselle à l'époque. Où justement elle parlait de ça quoi. L'occasion de faire un lien dans les shows du Note, dans les notes du show. Allez, je vais dormir, salut. C'était parfait jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement surpris dans tout ce projet, dans cet exercice de parole? Ou en tout cas qui sortent du lot, même si c'était pas forcément des surprises. Je pense que les discussions sur l'orgasme étaient super intéressantes, notamment parce que on parlait ceux qui étaient bisexuels et ceux qui sont bisexuels et homosexuels parlaient de l'orgasme qui inclut la prostate pour les hommes, qui est vraiment pas un sujet que moi j'ai jamais eu accès à beaucoup d'informations là-dessus, puis je trouve ça désagréable de devoir aller voir mes potes gays pour leur dire bon alors expliquez-moi, on peut prendre 1 heure pour vous montrer quand vous me dites comment ça marche, comment ça se passe. Exactement, donc c'était super intéressant, et puis moi ça me prouvait que en gros l'idée c'était de se dire peut-être que moi dans ma propre sexualité, même si je suis hétérosexuel, je rate un plaisir qui a l'air très très différent, et que eux quand ils me le racontent a l'air vraiment fois 1000 décuplé, et puis mais même différent quoi, enfin un truc puis je me dis c'est bête en fait, je suis en train de me retenir d'essayer des choses juste par habitude culturelle ou des barrières alors que moi ma femme s'en fout de me mettre des trucs dans les fesses, ou elle est tout à fait d'accord, c'est juste moi qui me dis alors attendez, est-ce que vraiment je vais me mettre des trucs dans les fesses? Est-ce que si je mets des trucs dans les fesses ça voudrait dire que je suis homosexuel? Non mais même moi après le projet j'ai quand même je vois bien que j'ai des trucs à travailler, des vieilles barrières à briser, mais au moins le projet m'a fait me dire ok, mais tout ça c'est ridicule en fait. Si moi j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir du plaisir, en fait il y a personne qui devrait m'en empêcher, allons-y quoi. Donc ça c'était je pense une des conversations les plus intéressantes pour moi. Et pour parler de lire à mettre dans les show notes, il y a et pas dans les fesses. Voilà, moi je l'ai fait. Pas dans les fesses. Notre rédac sexo avait fait un super projet il y a pas longtemps où elle a demandé aux femmes ça fait quoi, qu'est-ce qu'on ressent quand on a un pénis dans son vagin, quand on fait l'amour en ayant un vagin avec un pénis, et aux hommes qu'est-ce qu'on ressent quand on met son pénis dans un vagin. Et en fait elle a eu une tonne de témoignages féminins, donc bon déjà on est un site féminin, et puis en plus je pense que c'est un peu plus facile de s'interroger là-dessus. Elle a eu moins de réponses des mecs, et surtout les réponses des mecs c'était beaucoup de, comme tu disais, j'ai jamais pensé, j'ai jamais analysé mes sensations à ce niveau-là, et du coup c'était tout un exercice qu'ils avaient fait, et ça fait un super article de témoignage déjà très très chou. Et oui, moi la première, je me suis rendu compte que donc moi je suis hétéro et j'en ai jamais parlé avec mes partenaires quoi. On est d'accord pour dire là c'était particulièrement bien pour moi, ou là en fait je pense que je vais pas jouir, on arrête, ça y a pas de souci. Mais je sais pas, je me suis jamais dit mais qu'est-ce qu'il ressent à faire ça, et que moi je ressentirais jamais probablement. Tu vois, on a essayé, et c'est une des questions qu'on a abandonnées parce qu'on n'arriait pas à bien le c'est très dur de mettre des mots dessus. Il n'y a rien qui sortait de très intéressant, mais c'est un des trucs que j'explorerais peut-être à nouveau. Une des idées que j'avais, si un jour je fais un tome 2, c'est de cette fois-ci faire des tours de table de femmes qui parlent du pénis.
Parce que je pense qu'il y a énormément, pour les hommes, il y a aussi énormément à apprendre de femmes hétérosexuelles qui parlent du pénis et du sexe des hommes. Je pense que être de l'autre côté apporte énormément, en fait. J'ai hâte. J'espère que tu feras un tome 2. Écoute, je t'inviterai, Mimi. Je pense qu'on va conclure cette interview avec mes 2 questions rituelles. La première question, et du coup elle tombe très bien pour toi, c'est comment va ta bite ? Ce qui veut dire comment va ta sexualité et quel est ton rapport avec ton pénis. C'est vraiment la première fois que t'expliques aussi longuement. Hein. Oui, généralement je pars du principe que les gens ont écouté avant. Là je me dis, bon quand même, il fait une interview pour son livre, il n'est pas briefé peut-être, tu vois. Sinon, qui vient de loin. T'as de la chance, hein, c'est de but en blanc sinon. Hein. Comment va ta bite ? Ouais. Écoute, ma bite va bien, ma bite va mieux que quand j'avais 20 ans par exemple. Je pense que j'ai une sexualité aujourd'hui, je suis beaucoup mieux dans ma sexualité aujourd'hui que je l'étais dans ma vingtaine. C'est ça, ça va très bien, je suis dans un couple polyamoureux, je suis très heureux, je suis marié, j'ai un enfant, ça fonctionne. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je pense que j'y aurais pas cru. Tu pensais pas te poser ou tu pensais pas non, je pensais pas, je croyais pas au polyamour et je croyais pas à un peu de liberté et d'ouverture là-dessus. Et c'est ça. Et puis depuis le projet Pénis de table, ce qui est fantastique, c'est que plein de gens viennent me raconter leurs histoires de fesses et que ça c'est formidable parce que je recueille plein d'histoires croustillantes. La matière. Ouais, envoyez donc un mail à Charlie pour lui raconter vos histoires de cul, c'est ravi. Il y a Cyrielle, hein, vous pouvez écrire à Cyrielle aussi, elle en fait des magnifiques livres. Tout fait le vrai sexe de la vraie vie, des super BD. Donc voilà, vous avez le choix, vous choisissez. Et ma dernière question que je pose à tous les invités, c'est est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi une masculinité positive ? Je peux réfléchir un peu ? Oui. Alors en plus j'ai une mémoire des noms pourris, je vais avoir besoin de votre aide. Comment il s'appelle l'acteur de Ghostbusters Bill Murray. Merci. Ah. Là bah tu vois Bill Murray, je trouve a toujours représenté pour moi un modèle non alpha d'homme dans tous les personnages qu'il a joués. Même s'il était séducteur, sexy, etc., il a jamais été dans le contrôle de la performance, jamais action hero, etc. Et je l'ai toujours gardé en tête comme un mec que j'aimerais bien être plus tard. Tu vois, bon alors je n'arriverai jamais à être Bill Murray, hein, on va pas se mentir là. Faut jamais dire jamais. Peut-être que tu seras Bill Murray quand tu seras grand. Je serai Bill Murray quand je serai grand. Mais pour moi, il fait partie de ces modèles ou un Jim Carrey par exemple, qui sont des acteurs qui ont même physiquement et en termes de mouvement et d'énergie, ont jamais hésité à être plus féminin ou à sortir des codes très bruts de la masculinité. Et pour moi, c'est des bons repères. Super. C'est une excellente réponse. Une réponse inédite en plus. Pour l'instant, on n'a eu pas beaucoup de doublons. Donc c'est cool de voir qu'il y a plein de figures différentes et très variées. Merci beaucoup, merci Charlie. Merci vraiment. Donc ta BD, Pénis de table, mettez-la sous le sapin, offrez-la à tout le monde, aux mecs et aux filles. Et je pense que tout le monde peut en apprendre beaucoup. Donc bravo pour ce beau projet. Vous avez les liens dans la description pour aller l'acheter. Merci. Faites-le, c'est trop bien. Merci. Bye bye. Bye. Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie d'acheter Pénis de table. C'est d'ores et déjà sorti aux éditions Steinkiss, donc tu n'as qu'à foncer dans ta librairie préférée ou dans la description pour te procurer ton exemplaire et peut-être plein d'exemplaires à distribuer autour de toi. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur YouTube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça va booster le référencement. Plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère et en attendant, je te fais des bisous. Salut!